j'ai été professeur à l'université en histoire contemporaine, surtout le 19e siècle. Mes recherches portent sur le 19e siècle et je travaille dans deux directions. D'une part, la pensée socialiste, socialisme dit appelé utopique au 19e siècle, Fourier, Proudhon, Saint-Simon, les grands penseurs socialistes français. Et puis d'autre part, je travaille aussi beaucoup sur le catholicisme au 19e siècle, et en particulier le catholicisme social. Et j'ai beaucoup travaillé aux archives du Vatican, à Rome. Et j'ai beaucoup travaillé à Rome, plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et je suis un amoureux de l'Italie. Voilà. Mais je connais surtout l'Italie au nord d'une ligne qui serait Pescara-Gaète. Je connais un peu Naples, mais je n'ai jamais été dans le sud de l'Italie et en Sicile. Voilà, grosso modo. Mais au nord de cette ligne de Pescara à Gaète, je crois que je connais un peu l'Italie. Pescara è qua, Gaète. Voilà. J'étais militant syndicaliste. J'étais militant syndicaliste étudiant. J'étais président de l'association des étudiants de Besançon au moment de la guerre d'Algérie. Et nous avons la liste des étudiants qui étaient favorables à l'Algérie indépendante. Nous avons gagné les élections. Nous avons renversé en 1956 la liste de droite, même d'extrême droite, qui dirigeait l'association des étudiants. Et après, j'ai été vice-président de l'Union nationale des étudiants de France. J'étais responsable académique du syndicat des professeurs. Et d'autre part, je suis militant du Parti socialiste. Et je suis dans la tendance de gauche du Parti socialiste. Voilà. Bien engagé. Comment ? Bien engagé. Je suis bien engagé. Et je suis aussi militant culturel. Je fais beaucoup de choses pour le bicentenaire, le deuxième centenaire de la mort de Victor Hugo, de la naissance de Victor Hugo. Je me suis occupé pendant 3 ans, j'ai fait beaucoup de conférences. Voilà. C'est facile pour nous, de penseurs socialistes, de pratiques socialistes, des coopératives, des mutuelles, beaucoup de mouvements associés. À certaines régions de l'Italie, bon, l'Émilie-Romagne, mais aussi le sud de l'Italie, la Sicile, il y a de fortes traditions anarchistes. Hein, et voilà. Alors, je vais quand même déjà commencer par vous parler de Besançon. Hein, voilà. Alors, bon, nous sommes, la Franche-Comté, elle est ici. La Franche-Comté, la région que nous habitons, la Franche-Comté, vous le savez, hein, on est de la Franche-Comté, elle est ici. Et c'est une région qui n'a pas été incorporée à la France très vite. Elle a été, pendant tout le Moyen-Âge, elle était proche du monde allemand, elle était incorporée au Saint-Empire romain germanique, et c'est seulement en 1678 qu'elle a été incorporée au Royaume de France. Et c'est une région qui est une région frontière, une région montagneuse, vous avez traversé le Jura, mais une région frontière. Il y a eu des invasions en 1813, 1814, Autrichiens, Russes, Prussiens ont occupé cette région quand Napoléon a été vaincu. En 1871, 70-71, la Franche-Comté a été occupée par la Prusse, par l'Allemagne. En 1940, la Franche-Comté était coupée en deux. Une partie était dans la zone libre, jusqu'en 1942. Une autre partie était même dans la zone interdite. Toute l'économie était confisquée au profit du Troisième Reich allemand. È chiaro, ho parlato sulla seconda guerra mondiale. Con Mustri l'avete fatto? La parte tedesca occupata e la parte vicina, l'autonomia. Besançon est donc la capitale de la Franche-Comté et Besançon, c'est une ville qui est enfermée
dans la boucle du Doubs, la rivière, le Doubs, le fleuve C'est ça. qui passe à Besançon, la montagne est là, les plateaux sont là, et le Doubs fait ce qu'on appelle un méandre. Hein. Et la vieille ville était ici. La vieille ville de Besançon, elle était ici. Et là, vous avez la citadelle. Vous êtes passé au pied de la citadelle quand vous êtes arrivé par ici. La Suisse est là, l'Italie est là. Ça, c'est le nord, le sud, l'ouest et l'est. Bon. Et ça, c'est la vieille ville. La vieille ville, la citadelle, la vieille ville, la cathédrale, ici. Hein. Et puis là, vous avez le vieux quartier populaire, historique, le quartier qui était constitué par des vignerons, des gens qui travaillaient la vigne. Puis, à partir de 1830, c'est le quartier des horlogers, des ouvriers horlogers. Car Besançon était, pendant tout le 19e siècle, jusqu'à 1980, la capitale française de l'horlogerie. Il y a un lycée technique d'horlogerie, il y a un institut de chronométrie, il y a beaucoup de recherches sur le temps, il y a un musée du temps. Bon, voilà, ça c'était le quartier populaire. C'était le quartier de Proudhon, le socialiste. Il habitait juste en bordure. C'est Battin alors? Comment? Battin? Non. Pasteur? Non, Pasteur. Ah. Non, les quartiers. C'est le quartier de Battant. Ah, de Battant. Le quartier de Battant. On en parle. Il y a aussi une chambre du travail, non? Il y a une chambre... Il y a la bourse du travail. La bourse. Du travail. Oui. Bon. Ça, c'est le quartier populaire. Vigneron, puis horloger, puis artisan. Hein. Voilà. Voilà ce que c'est. Maintenant, depuis cette ville, au 19e siècle, elle faisait 30 000 habitants. Maintenant, Besançon fait 120 000. Hein. Quand je suis arrivé étudiant à Besançon en 1952, je suis très vieux, j'ai 70 ans, hein, mais quand je suis arrivé à Besançon, la ville de Besançon avait 60 000 habitants. Hein, et maintenant, elle en a 120 000. Elle a grandi, mais elle n'a pas beaucoup grandi par rapport à d'autres villes qui se sont industrialisées, qui sont entrées dans le monde moderne. D'accord? Alors maintenant, la ville, elle s'est étendue tout autour. La ville de Besançon, vous avez la boucle, vous avez... Et là maintenant, tout autour, la ville s'est étendue. Elle s'est étendue en particulier en direction de l'Est. Direction de l'Est. Et elle s'est étendue beaucoup dans cette sorte de ville satellite qui est le quartier où nous sommes, le quartier de Planoise. Ici. Le quartier de Planoise, c'est un vieux nom du Moyen-Âge, un toponyme qui montre que nous sommes dans une région plate, une région de plaine, au contact des premières collines et au contact des premiers plateaux du Jura. D'accord? Alors, le Jura, il est... Bon, la Franche-Comté, elle est comme ceci, hein, grosso modo. Hein. Le Jura, il est ici. Et vous avez des plateaux, et ensuite ici, vous avez la chaîne. Vous êtes passé, vous, par Valorbe, tout ça. Oui. Et si on fait une coupe, vous avez la plaine, les plateaux, il y a 3 plateaux, et puis après, et vous tombez sur la Suisse. D'accord? Voilà la coupe. Bon. Et la ville est une ville qui est très homogène. Si vous vous êtes promené tout à l'heure, c'est une ville, la vieille ville, elle est entièrement, pratiquement, 17e, 18e siècle. Il y a quelques bâtiments de l'époque médiévale, il y a la cathédrale, du 16e siècle, il y a le palais Granvelle, où il y a le musée du temps, il y a le palais de justice, le vieux palais de justice. Bon, ça, c'est des bâtiments qui sont du 16e siècle. Là, la cathédrale, elle est 11e, 14e siècle. Vous avez le palais de justice et le palais Granvelle qui sont du 16e siècle. Mais la ville, elle est construite au 17e et 18e siècle. Et elle est construite en belle pierre, une pierre grise, avec des taches bleues ou des taches ocre. Hein, et ça donne une très grande homogénéité. Et cette ville, elle a beaucoup d'hôtels particuliers aristocratiques, hein,
qui sont très très beaux et qui ont un cachet. La vieille ville est une des plus belles villes, des plus belles vieilles villes de France. Bon, voilà. Alors, cette ville a connu pendant 1000 ans, cette ville a été incorporée au monde germanique, au Saint-Empire romain germanique. La ville de Besançon était une ville libre d'empire, dont le chef était l'archevêque, hein, mais... Arcivescovo. Arcivescovo. Hein. Bon, et donc, cette ville est rentrée dans le royaume de France en 1678 avec une conquête militaire. Il y a eu 4 tentatives au XVIIe siècle pour conquérir la Franche-Comté. Et la Franche-Comté ne voulait pas se laisser incorporer au royaume de France. Surtout le peuple. Et le clergé ne voulait pas. Le bas clergé et le peuple voulaient rester autonomes sous la lointaine dépendance d'abord de l'empire de Charles V, hein, de Charles Quint, ou ensuite sous la dépendance de l'Espagne de Philippe II. Hein. Et il y a eu, mais la classe aristocratique, la haute bourgeoisie, était d'accord pour incorporer le royaume de France. C'est compris? Oui. Hein? Bon, d'accord. Et la Franche-Comté va, au cours du XVIIIe siècle, au cours du XVIIe siècle, alors qu'en France on dit c'est l'apogée du XVIIe siècle, c'est le siècle de Louis XIV, on dit que c'est le siècle où les villes se construisent, où il y a un développement culturel. En Franche-Comté, c'est une période, le XVIIe siècle, qu'on appelle dans notre histoire à nous le grand siècle. En Franche-Comté, c'est un siècle sinistre, c'est un siècle triste, c'est un siècle de catastrophe, parce qu'il y a eu 4 tentatives d'invasion, de conquête, et la Franche-Comté a perdu au cours du XVIIe siècle la moitié de sa population. Il y avait 500 000 habitants à la fin du XVIe, vers 1650, 1650, il n'y a plus que 250 000 habitants. Et au XVIIIe siècle, la région, la Franche-Comté, se reconstruit, parce que tout les villages avaient été détruits, on n'y a plus beaucoup d'églises romanes ou d'églises gothiques, ça a été détruit, les villages ont été détruits, il y a des populations qui ont fui en Italie, qui ont gagné Rome, en disant ce sera le seul salut, c'est la fin du monde, on arrive à l'Apocalypse. Il y a les curés dans la montagne qui ont pris leurs paroissiens, qui sont allés à Rome, et ils se sont installés dans un quartier de Rome qui porte encore le nom, Via Borgognona, la rue des Bourguignons, des Franche-Comté, Bourgogne. Hein. C'est une rue qui est perpendiculaire dans le Corso. Sì, Hein. via Borgogno. Donc, et au XVIIIe siècle, la région se reconstruit. La région connaît un début d'industrialisation, développement agricole, grand essor démographique. Je vous ai dit 250 000 habitants en Franche-Comté en 1650. Or, à la veille de la Révolution, il y a 900 000 habitants. C'est une région en plein essor. Et alors va commencer le 19e siècle. Le 19e siècle, pour moi, c'est une période d'apogée intellectuelle, une période de sommet de la civilisation. Alors ce sommet intellectuel, il est multiple. D'abord, au point de vue catholique, au point de vue de la vie religieuse, la Franche-Comté est très catholique. Et elle est très catholique romaine. Elle est partisane du pape. Elle est contre le roi qui veut diriger l'Église. Il y a une tendance qu'on appelle le gallicanisme. Hein, le roi veut être le chef de l'Église. Les prêtres, ici, sont des rebelles. Ils veulent dépendre de Rome. On dit que c'est ultramontani. Hein, et ils sont très fidèles à Rome. Et au XIXe siècle, ce catholicisme, ces prêtres, il y a un grand séminaire pour toute la Franche-Comté. Ce grand séminaire enseigne le catholicisme libéral. Le catholicisme libéral au point de vue politique. Les prêtres sont partisans de la séparation de l'Église et de l'État. Vous vous rendez compte? Ils sont partisans, ils ne veulent pas que les prêtres soient payés par l'État. Ils ne veulent pas. L'Église doit être pauvre, mais libre.
Et ça nous donne un catholicisme social, et ça nous donne aussi une théologie qui est une théologie libérale. Et cette théologie libérale, c'est celle qui est héritée du célèbre théologien, du plus grand théologien du XVIIIe siècle, qui est un théologien italien, Alfonso di Liguori. Alphonse de Liguori, qui était évêque près de Naples, qui était évêque de Santa Agata di Go, qui était un esprit très intelligent. Il avait fait des études d'avocat. Il était un des disciples du très grand penseur politique napolitain Vico, vous connaissez sans doute, très grand, celui qui a fait aussi de très grandes réflexions sur l'histoire, la conception de l'histoire, c'est un des plus grands penseurs du XVIIIe siècle. Alphonse de Liguori était un jeune étudiant brillant. Il avait devant lui une carrière administrative et politique. Il aurait pu être dans l'administration du royaume de Naples et de Sicile, à Naples, et devant la misère qui existait dans la ville de Naples. Mais cette misère, elle était encore plus forte dans les campagnes autour de Naples. Parce que dans la ville de Naples, il y avait beaucoup de congrégations religieuses. Et par conséquent, il pouvait y avoir la charité, la caritas. Il pouvait y avoir l'aide aux pauvres. Alors que dans les villages, c'était épouvantable. Il n'y avait pas d'organisation. Et le jeune Alfonso di Liguori s'est fait prêtre, il a été évêque, et il a été le pasteur de ces populations dans la région de l'arrière-pays montagneux napolitain. D'accord ? Et c'est un véritable génie. C'est un génie philosophique, c'est un génie théologique. Il dit, contrairement aux jansénistes, les jansénistes, c'est ceux qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui iront au paradis. Alphonse de Liguori dit, Dieu est bon. Dieu est un Dieu qui n'est pas un Dieu de justice, de police, qui n'est pas toujours sur le dos des gens. C'est un Dieu Père qui pardonne à ses enfants. Et il pense que presque tous les hommes seront sauvés. Et il fait une théologie du sacrement de la pénitence, du sacrement, et il dit, mais il faut pardonner, il faut que le prêtre donne l'absolution, il faut que le prêtre, il n'est pas là pour jouer le policier, pour jouer l'homme de loi, l'homme de justice, l'homme de sévérité, il est là pour être bon. Et Alphonse de Liguori est un génie politique, un génie théologique, c'est un génie de la charité, c'est un peintre, et c'est aussi un très bon musicien. Je ne sais pas si vous savez, vous avez peut-être vu le film de Olmi, L'arbre au sabot. Alors, vous connaissez? Connaissez? Voilà. Eh bien, L'arbre au sabot, la musique, c'est de la musique qui est principalement tirée des œuvres musicales composées par Alfonso di Liguori. Or, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, le grand séminaire de Besançon enseigne la théologie d'Alphonse de Liguori. Il y a des professeurs de philosophie qui vont à Modène, qui vont à Bologne, où on enseigne, qui vont à Rome voir cette théologie. Alphonse de Liguori meurt à la fin du XVIIIe siècle, il avait presque 100 ans, et c'est un des grands génies du XVIIIe siècle. Vous ne le connaissez pas? Vous n'avez pas entendu parler? Un peu quand même, si. Il a fondé un ordre religieux. C'est pas si connu en Italie, je crois. Comment? C'est pas si connu en Italie. Vous allez voir, il a fondé un ordre religieux que vous devez connaître, c'est les Rédemptoristes. Les Rédemptoristes, c'est des disciples d'Alphonse de Liguori. Or, le grand séminaire de Besançon enseigne la théologie d'Alphonse de Liguori. Et c'est important. Parce que c'est une théologie qui est en faveur du peuple. Dieu aime le peuple. Et il va se développer en Franche-Comté une dynamique, un mouvement pour que la théologie d'Alphonse de Liguori soit diffusée dans le royaume, dans la France tout entière, à partir du grand séminaire de Besançon. Il y a 5 ou 6 professeurs qui vont rédiger les ouvrages de théologie dans la suite, dans la conséquence d'Alphonse de Liguori, et ils vont développer cette théorie, et ça va être diffusé dans toute la France. Grâce
à ce théologien italien qui meurt en 1793, je crois. Première chose, dans la tradition intellectuelle, dans le passé intellectuel, le 19e siècle, grand siècle du catholicisme libéral et social en Franche-Comté. Et on va le retrouver encore de nos jours ici. Deuxième chose, la Franche-Comté est le grand lieu, le grand foyer de socialisme. Un socialisme non étatique, un socialisme non centralisateur, un socialisme qui est le socialisme qui veut la conjonction, qui veut l'union entre la liberté individuelle, c'est très important, c'est-à-dire un socialisme qui est le contraire de la centralisation étatique, collectiviste, marxiste. Donc un socialisme libertaire, un socialisme dialectique entre la liberté et la solidarité. Et ce socialisme va être représenté par deux écoles. L'école du philosophe Charles Fourier, Charles Fourier, « 1782 1837, et le philosophe avec un disciple qui est Victor Considérant, « 1808 1893. Ça, c'est la première école socialiste. Et la deuxième école, c'est Pierre-Joseph Proudhon, « 1809-1865. Et ce sont les deux plus grands théoriciens socialistes français. Ils sont nés à Besançon. Est-ce qu'on en parle un petit peu, ou voulez qu'on en parle un peu? Oui. Bon. Mais je vais... Bon. Donc, catholicisme, libéral et social. Socialisme, décentralisateur, anarchiste. Troisièmement, c'est une région qui voit le plus grand peintre, un des plus grands peintres du XIXe siècle, c'est le peintre Gustave Courbet. Le peintre, pardon. Ne abbiamo parlato in pullman con qualcuno. Anche Fourier. Courbet. Di Fourier abbiamo tutte le opere in pullman. 1819-1877. Courbet est un peintre. Alors, 2 minutes, replonge. Au début du XIXe siècle, il y a deux tendances dans la peinture. Il y a la tendance classique, qui est représentée en France par le peintre David. Le classicisme, c'est la perfection du dessin. C'est le dessin qui compte, c'est la composition. Alors vous avez deux peintres, vous avez David et vous avez Ingres. David et Ingres sont des gens qui représentent beaucoup des scènes historiques sur le passé de Rome, sur le passé grec et à la bataille des Thermopyles. Il y a la bataille des Horaces et des Curiaces. Il y a l'enlèvement des Sabines. Bon, c'est-à-dire des thèmes qui sont pris à l'Antiquité romaine. Oui. Bon. Et puis, vous avez une deuxième tendance qui vient un peu après, c'est la tendance romantique. Alors le classicisme, priorité du dessin, priorité de tableaux calmes, assez froids, très bien composés, avec les règles académiques. Et puis, en revanche, à l'opposé, il y a la peinture romantique. Alors le grand peintre, c'est Delacroix, la couleur, c'est des scènes de violence, c'est le sac de Babylone, avec Sardanapale qui va être tué, c'est des scènes comme Dante, qui est sur sa barque dans l'enfer. Voilà, ça c'est
le romantisme. Or, Courbet, entre ces deux, en 1847, émerge en étant le peintre réaliste. Attention, le peintre réaliste, il dit « moi je peins la réalité ». Alors il va peindre des usines dans la vallée d'Ornans, des usines qui travaillent le fer. Il va peindre une femme en train de secouer le blé. Il va peindre son père en train de manger, de s'assoupir avec le verre à moitié vide. Et c'est des scènes quotidiennes. C'est un flash sur une après-dîner. Et Courbet est le créateur du mouvement réaliste. Et il est de Franche-Comté. Et vous avez en Franche-Comté un quatrième aspect aussi, c'est une région où il y a des savants et où il y a des inventeurs. Les savants, c'est Pasteur. Pasteur est né à 60 km d'ici, à Dole, à 40 km d'ici à Dole. Il a vécu à Arbois. Il a été élève au lycée, ici, à Besançon. Et puis, c'est aussi des inventeurs, par exemple, un inventeur qui a inventé la soie artificielle, etc. Et puis, cinquième caractéristique aussi de la période du 19e siècle, c'est l'essor de l'horlogerie. La Franche-Comté et Besançon fait 90-95% des montres françaises. Hein. C'est vraiment une grande... Donc, il y a au 19e siècle une période d'apogée, et au nord-est de la Franche-Comté va commencer à se développer une famille qui va développer l'industrie, c'est la famille Peugeot. C'est seulement vers 1920 ou 15 qu'ils feront des voitures, mais avant, ils font des machines, ils font des casseroles, ils travaillent le métal. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire sur cette Franche-Comté au 19e siècle. Ils viennent de Besançon, les Peugeot? Non, nord-est de Peugeot. Alors, la Franche-Comté est catholique, mais ici, il y a une petite région, la région de Montbéliard, qui était une région qui pendant longtemps a été une annexe, une dépendance du Wurtemberg allemand, et c'est une région protestante, luthérienne. Et les luthériens, les protestants, sont des gens qui ont un dynamisme économique. Et à côté de Montbéliard, ici, vous avez Basilia, en Allemagne, en Suisse et en Allemagne, et il y a des capitaux, il y a de l'argent. Et les protestants sont à l'aise pour le maniement des capitaux, ils ont un dynamisme économique et industriel, et là on va avoir un pôle, et maintenant c'est Peugeot, vous connaissez la grande firme Peugeot, les voitures, vous connaissez, hein. Et en plus c'est aussi maintenant un grand club de football, hein, grand club de football, Peugeot, c'est Sochaux. Voilà, donc, bon, alors, en gros, voilà ce que l'on peut dire. On peut dire aussi que le 20e siècle, alors la fin du 18e siècle, du 19e siècle, il y a eu l'invasion pendant la guerre de 1870, tout ça, ça a été envahi. Hein. Il y a eu une occupation prussienne pendant plus d'1 an, et il y a eu déjà dans la plaine des phénomènes de résistance. Des phénomènes de résistance armée. Des petits groupes dans les villages qui attaquaient les arrière-gardes allemandes, mais ça s'est arrêté parce que les Prussiens ont pratiqué la politique de l'exécution des otages. Pour un soldat prussien tué, on tuait 10 paysans. Non, en 1871. Oui, en 1871. Tout de suite, on exécutait 10 personnes. Hein. Donc là, la résistance s'est arrêtée. Mais, oui, les représailles, voilà, les représailles. Et puis, alors au 20e siècle, la Franche-Comté a été coupée en deux, je vous l'ai dit, une partie pendant la guerre, pendant la défaite de la France en 1940, le nord de la Franche-Comté était en zone interdite, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire non seulement occupée, mais l'économie fonctionnait pour le Troisième Reich allemand. Et le sud a été en zone libre, mais à partir du 11 novembre 1942, toute la France est occupée, mais la Franche-Comté va être un lieu de grande résistance, hein, comme le
nord de l'Italie, une région montagneuse, et je crois que la plaine d'Émilie-Romagne, il y a eu beaucoup de résistance. Oui. Bon. Voilà. Maintenant, c'est une région qui est en crise économique. Oui, Peugeot, ça marche bien pour le moment, mais on parle de délocaliser Peugeot en Bulgarie ou en Hongrie. Hein, parce que les lois, les salaires, les lois sociales sont moins rigoureuses et les salaires sont... D'autre part, vous avez... l'horlogerie a disparu complètement. Parce qu'elle est partie à Taïwan, elle est partie en Indonésie, en Extrême-Orient. Mais là, c'est une catastrophe. Alors, certains industriels horlogers se sont reconvertis vers la micromécanique, les microtechniques. Bon, ça marche pas trop mal, mais la situation n'est pas très brillante. Et on est dans une région qui est en difficulté économique. Voilà. Alors, ça c'est la première partie, présentation très générale, trop vaste, trop schématique de la Franche-Comté et de Besançon. On va passer maintenant... Mais très clair. Ah bon. Vous comprenez? C'est vrai? C'est vrai. Non, mais... Qu'est-ce qu'il dit? C'est comme une région assez riche, non, en France? Oui, Pas une région pauvre. oui, alors bon, j'ai pas parlé... bon, c'est une région agricole prospère. Il y a le bois, les grands massifs, les grands massifs forestiers de sapins, de résineux. Et ici, les grandes forêts sont des forêts de l'État ou des communes. L'horlogerie de luxe, les Suisses, si. Ils ont gardé cette catégorie qui fait des montres très chères, je sais pas moi, quelque chose comme 5 000 euros par exemple. Oui, des montres à 5, 6 000, 10 000 euros, hein, en argent, en or, très perfectionnées, très compliquées. Les Suisses ont gardé cette catégorie qui se vend malgré tout bien. Ils ont arrêté la production moyenne courante qui se fait maintenant en Extrême-Orient. Mais ils se sont lancés dans la Swatch. Et c'est un très grand succès industriel, c'est un succès économique. Mais cette production économique qui réussit s'accompagne d'une crise sociale. Pourquoi? Parce que maintenant, autrefois, les Suisses, mettons, faisaient 50 millions de montres par an, de montres ordinaires, moyennes. Maintenant, ils font 200 millions de Swatch, vous comprenez? Mais tout est presque entièrement automatisé. Avant, ils faisaient 50 millions de montres avec 100 000 horlogers. Maintenant, ils font 200 millions de montres avec seulement 20 000 horlogers. Vous comprenez? Succès économique, crise sociale, grave. Malgré tout, beaucoup de Français vont travailler dans la zone frontalière, ici, de la zone de la frontière en Suisse, entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Genève, tous les jours. Hein, et ils travaillent dans les usines microtechniques, ils travaillent dans le bâtiment, ils travaillent dans l'entretien des jardins, des blocs... Ici, non. Pas à Besançon, non. La zone frontalière, elle commence... elle se termine 25 km après Pontarlier. Vous êtes passé à Pontarlier, quand vous commencez à descendre, ça n'est... Et la zone frontalière, elle est délimitée, juridiquement, administrativement. Hein, voilà. Mais surtout, tout ça, c'est sur 200 km, hein, depuis l'Alsace, depuis la Suisse, ici, Bâle, jusqu'à Genève. Voilà. Ils sont bien payés, mais ils n'ont pas de protection sociale solide. Hein. C'est-à-dire que si un jour il y a crise, ils seront très rapidement évacués. Alors, voilà, j'ai terminé à peu de choses près, très rapidement, trop schématiquement. J'ai terminé la présentation globale de la Franche-Comté. Mais ce qui vous intéresse, je crois, c'est cette espèce de région qui est socialiste, où il y a des théoriciens socialistes. Alors, on va distinguer trois choses, trois périodes. On prend 5 minutes, on s'arrête 5 minutes, 2 minutes, non, pour... Oui, pas de pour hein, pas trop fatigué dans le... 2 minutes, oui, ça va. 2 minutes. Parce qu'en effet... Comté et le socialisme.
la Franche-Comté et le... Vous comprenez, ça va? Est-ce que vous saisissez? Vous suivez? Vous comprenez? D'accord. Alors, la Franche-Comté et le socialisme. Premièrement, première chose... Però deve parlare più piano, quindi parla più piano. Qu'est-ce qu'il y a? On vous dit de parler plus Non, ouais. Ah bon? Je parle trop vite? Sì, ho visto che sta qua di più. Questo Perché Già che sta qua di più e si parla le di figlie que. fatico più sulle français. Allora, Maria, c'è una sete che non ne posso più. Non, s'il y en a un ici, s'il vous plaît, s'il y en a un ici qui fatigue, c'est moi. Hein? Or, je ne suis pas fatigué. Bon, d'accord. Donc, les jeunes, il ne faut pas fatiguer. Hein? Parce que si vous fatiguez, moi qui suis un vieillard, je ne fatigue pas. Donc, accrochez-vous. Bien. Alors, E vai. bon. Alors, premièrement, on constate en Franche-Comté, depuis le Moyen-Âge médiéval, on constate depuis le Moyen-Âge des pratiques rurales, paysannes, dans les villages, des pratiques communautaires. Alors ces pratiques communautaires, j'en ai parlé un peu dans mon livre sur l'affaire Lippe, elles sont au nombre de 3. Premièrement, la première pratique communautaire, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des terrains communaux. L'utilisation des communaux. Terrains communaux. Ça, c'est la première chose. Oui, dans les villages, si vous traduisez, vous traduisez peut-être pas. Dans les villages, toute la terre n'appartient pas aux seigneurs, toute la terre n'appartient pas aux abbayes, toute la terre n'appartient pas aux riches laboureurs, il y a des terrains qui sont la propriété de la communauté villageoise. Ah, non ho capito. On la ritrovo aussi in Italia sulla montagna, Oui. purtroppo. Et O se no a Nonantola, Quindi la terra a non- Modena. Sì, ancora. Conosci Nonantola? Sai che c'è ancora... Sì, c'è ancora. boh, perfetto. Quindi la terra non appartiene alle abbazie, ai signori, ai feudatari, ma appartiene alla comunità locale, alla comunità dei... la communauté du village. Et ce sont généralement des terrains qui ne sont pas des terrains riches pour la culture des céréales, pour la culture. C'est des terrains qui sont des prés, des bois, des taillis, enfin des buissons, des zones de prés et de bois mélangés, sur les zones rocailleuses, sur les zones où il y a des cailloux, des rochers, c'est pas sur les zones de riches terres à labourer. Vous pouvez traduire. Quindi non sono delle terre fertili, no? Ma si trovano su delle rocce, su dei sassi, quindi... Bon. Or, sur ces terrains communaux, eh bien, on peut faire quelqu'un qui n'est pas propriétaire, un pauvre, qui travaille la terre pour un maître, pour un propriétaire, ce qu'on appelle giornali, enfin ceux qui travaillent jour par jour, mais qui ne possèdent aucune terre. Giornalier. Journaliers, voilà, les journaliers. C'est comment en italien? No, Giornaliero. no, Giornaliero. all'italiano di bracciante. Alors, on dit aussi, on dit en France, Anche en France, giornaliero. oui, en France, on dit aussi les journaliers, les brassiers. On l'appelle aussi les brassiers. È uguale. Oui. Et ces gens-là, ils n'ont pas de terre, mais ils peuvent avoir une ou deux vaches, une ou deux chèvres, des moutons, des porcs, et ils peuvent les faire manger, brouter, manger sur les terrains communaux. Ecco, quindi hanno un maialo 2, una vacca 2, una capra 2, li possono fare broccare, pascolare su questi terreni che non appartengono a nessuno. Donc ils peuvent avoir du lait, ils peuvent se nourrir une famille, apporter des protéines animales, si vous voulez, pour la nourriture. Quindi possono nutrirsi e nutrire il proprio corpo con le proteine animali, eccetera, eccetera. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur les terres qui sont propriétés de propriétaires riches, bon, seigneurs, abbayes, grands propriétaires, grands laboureurs, sur ces terres-là, une fois que les récoltes sont faites, généralement à partir du 29 septembre ici, à la Saint-Michel, généralement, à ce moment-là, le propriétaire
pour 3 ou 4 mois avant les récoltes, n'est pas propriétaire véritable de sa terre. C'est-à-dire que sur ces parcelles-là, les non-propriétaires peuvent faire manger le bétail sur les chaumes, les champs de blé qui ont été coupés. Hein, ils peuvent, les stoppie. oui, ils peuvent faire paître. Il y a donc une habitude, mais ça existe peut-être aussi en Italie, il y a une habitude où il y a des limites temporelles à la propriété privée. Un propriétaire n'est jamais propriétaire toute une année sur son sol. À partir du moment où les récoltes sont ramassées, le paysan pauvre, le villageois pauvre peut aller faire paître le bétail. Le propriétaire ne perd pas beaucoup parce que sur ces terres, le bétail fait le fumier, met le fumier, etc. Et ça peut enrichir un peu. Voilà. Bon, bien. Donc, il y a des habitudes, première habitude communautaire. Il n'y a pas de dogme permanent de la propriété privée. Il y a des limites à la propriété privée. C'est important, ça, c'est très important. La propriété privée n'est pas quelque chose de sacré. Et pour les mentalités, c'est important. Deuxièmement, dans les bois communaux, dans les forêts communales, tous les ans, les foyers, on appelle les foyers. Le foyer, c'est le père, la mère, les enfants. Oui. Chaque foyer peut couper le bois pour se chauffer et pour faire la cuisine. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit d'affouage. Riche ou pauvre, la communauté villageoise dit cette année, on pourra aller couper le bois pour le chauffage dans telle parcelle. L'année prochaine, ce sera dans une autre parcelle. Ça tourne. À vrai dire, la commune, souvent, coupe les arbres, garde les troncs, mais les branches, les grosses branches, qui peuvent faire des belles bûches de bois, sont laissées dans le bois. Et c'est là que les villageois peuvent venir couper le bois. Et on leur attribue la quantité de bois qui est nécessaire pour toute une année. C'est important parce qu'il y a égalité du riche et du pauvre devant le froid, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose d'égalitaire et de communautaire. Bon. Troisièmement, alors ça s'appelle l'affouage. L'affouage existe encore maintenant. En Italie aussi? Comment? À la montagne. Oui. À Reggio aussi. Non, même dans le... Oui, à la montagne, ça existe aussi, vous. Oui. Hein? Mais... À Sivago aussi. Ah, sì. Successo aussi. Et ça, ici, ça existe encore, simplement, il faut aller couper le bois, il faut y aller. Sai che hanno i boschi, sono boschi comunitari, quindi tu si sceglie come tagliare, dove, sulla base dei dei fuochi, cioè quanti siamo in famiglia, quindi tu hai detto tanto, tu a meno, tutta una contrattazione. Et l'affouage n'est pas attribué par maison, l'affouage est attribué par feu. Dans une grande ferme, vous pouvez avoir le père, la famille, vous pouvez avoir le grand-père, un oncle, une tante, chaque feu a le droit d'avoir le bois. Troisième chose, donc il y a les communaux, l'affouage, et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les coopératives, ce qu'on appelle la fruitière. Il y a là le mot fruit, fructus en latin. Hein. Bon, et la fruitière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à la fin du XIIIe siècle, ou plutôt avant, qu'est-ce qui se passait? Chaque famille paysanne faisait son petit fromage. Hein, faisait ce qu'on appelle une tome, petit fromage comme ça, qui se conservait 3 semaines, 1 mois et demi, c'est tout. Or, à partir du XIIIe siècle, dans un village, on le connaît, hein, c'est le village de Déservillers, on sait, c'est un village qui est sur le 2e plateau, les paysans ont décidé de mettre en commun le lait pour faire un fromage qu'on appelle une meule. Faire un fromage qui faisait à l'époque 30 kilos, maintenant il fait plus, il fait 30 kilos. Bon, ça c'est la première. Ils mettent en commun le lait. Et
ils payent, c'est donc qu'ils mettent en commun le fruit de leur troupeau, fruitière, le produit. Et ils décident, ça c'est extraordinaire, ils décident sans connaître les microbes, sans connaître les bactéries, dans des grands chaudrons en cuivre, ils décident de faire chauffer le lait à une température, mais ils n'ont pas de thermomètre, tout ça c'est pragmatique. Hein, ils font chauffer le lait, on sait, à une température d'à peu près 66-65 degrés pendant 1h30, c'est-à-dire que les bactéries, les germes de bactéries sont neutralisés. C'est presque la pasteurisation, hein, avant Pasteur. Et ils font des fromages qui sont gros, ils font des fromages qu'ils salent. Alors la Franche-Comté est une région de sel, il y a beaucoup de salines, et il y a des villages qui s'appellent Lons, le Saunier. Hein. Vous avez beaucoup de villages, enfin, il y a, après Besançon, il y a Miserey, Saline, hein, beaucoup de sel, Franche-Comté. Et donc, ils salent, et ce fromage peut se garder 1 an et demi, 12, 15, 18 mois. À une époque où il n'y a pas de frigidaire, où il n'y a pas de congélateur, où il n'y a pas de système chimique pour conserver les produits, il n'y a pas de produits conservateurs, et par conséquent, c'est une découverte extraordinaire. Or, le comté, le fromage, contient beaucoup de calories hein, énergétiques, et ça va devenir un aliment de base. Alors, dans la fruitière, on donne, quand on a vendu le fromage va s'exporter à Paris. Ou même à la fin du Moyen-Âge, sur des chariots, on amène ces meules à Paris ou à Lyon. Et ce fromage, quand il est fait, on le vend. Et les paysans, c'est communautaire, mais ça n'est pas égalitaire. C'est-à-dire que les paysans vont toucher en proportion de la quantité de lait qu'ils ont vendu. Si vous êtes un petit paysan qui a 3 vaches, vous toucherez une petite partie du bénéfice. Si vous en avez 15 ou 20, vous toucherez plus. Donc c'est communautaire, ça n'est pas égalitaire. Mais ce qui est très intéressant pour moi, qui m'interroge sur le socialisme, on dit toujours le socialisme, à côté du capitalisme libéral, c'est négligé, le capitalisme libéral, l'industriel, c'est un champion, il est performant, il découvre, il est stimulé, il y a la concurrence. Donc on dit le capitalisme industriel, le libéralisme économique est un élément de dynamisme, est un élément porteur d'invention. Moi je dis, dans le cas de la découverte collective, anonyme, hein, de ce système de mise en commun, découvrir que le fromage, le lait à 66 degrés perd ses germes nocifs, ses germes nuisants, que on fasse un produit qui est une merveille, hein, je trouve qu'il y a là un endroit, un moment, une technique où le socialisme communautaire est supérieur au capitalisme libéral individuel. Ça m'intéresse. Et d'autre part, c'était produit de très grande qualité. C'est un succès, une merveille technologique, agricole, qui est quelque chose de remarquable. D'autre part, comment fonctionne la fruitière? La fruitière fonctionne comme une petite cellule économique démocratique. Parce que c'est la communauté qui gère. Il y a le comité de direction de la fruitière, il y a le président, mais dès le Moyen-Âge, il y a le président de la fruitière, il y a le secrétaire. Et encore maintenant, très souvent dans les villages, le président de la fruitière, très vite, c'est un bon gestionnaire, il tient les comptes, il regarde ce qui va, ce qui ne va pas, et c'est souvent le collège pour devenir très vite un bon maire. Être président de la fruitière, souvent, fait que vous avez l'habitude de gérer au point de vue économique, et très souvent, un président de fruitière est pris comme responsable municipal, hein, ça veut dire le maire de la commune. Et donc, c'est intéressant, parce qu'on passe de la technique agricole à la communauté sociale et associative, et à la formation politique globale. Et ça, c'est vous qui vous intéressez aux pratiques socialistes, aux pratiques communautaires, je trouve que c'est intéressant. En Émilie, il y a quelque chose de semblable.
Mais c'est vrai que ça arrive plus tard. Oui, ça arrive plus tard. Qu'il y Souvent a le forum social, après les théoriciens. pour les fromages, mais Alors, à partir de la fin du 19e siècle. oui, oui. Avant, c'est plutôt les moines Oui. ou les riches qui. Oui. Ce sont pas. On a en Franche-Comté un socialisme pratique, un socialisme communautaire, je vais employer un mot grec, une praxis communautaire, avant qu'il n'y ait les inventeurs sociaux, avant qu'il y ait les théoriciens sociaux. Il faut ajouter une chose, à côté de cette communauté villageoise, à côté de ces habitudes communautaires, économiques et sociales, il y a une chose qui est très importante en Franche-Comté aussi, c'est la communauté paroissiale. Je crois que la paroisse, les gens ils sont à la messe le dimanche, riches, pauvres. Oh, le riche est peut-être au premier rang, le pauvre peut-être à la fin. Mais ces gens-là, tous les dimanches, ils lisent l'évangile. Toute la paroisse, toute la communauté, comme en Italie aussi. Et dans l'évangile, il y a quand même des ferments révolutionnaires. Dans le psaume à la Vierge, de la Vierge Marie, le Magnificat, quand Marie, qui est enceinte, va trouver sa vieille cousine Élisabeth, qui a tardivement un enfant, le futur Jean-Baptiste, Élisabeth, elle dit, rappelez-vous, Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles. Il a fait descendre les riches de leur trône et exaltavit humiles, et il a exalté. Exalté, c'est-à-dire il a fait monter les pauvres et les humbles. Et ça se chante tous les dimanches, au vêpres. Hein. Donc ça, c'est des petites formules qui ne peuvent pas rester insignifiantes dans l'oreille des paysans. Et on va passer au deuxième stade, le stade des théoriciens sociaux, des théoriciens socialistes, hein, ce qui se passe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Donc, premièrement, on avait dit, en Franche-Comté, les habitudes communautaires. Deuxièmement, Franche-Comté, terre de théoriciens socialistes. Franche-Comté, terre de théoriciens socialistes. Alors, le premier théoricien socialiste, c'est Charles Fourier, je vous ai dit tout à l'heure, 1782-1837. Ce qui est intéressant, c'est que Charles Fourier est le fils du plus riche capitaliste financier et commercial de la Franche-Comté. Son père est un commerçant qui vend des draps, qui vend du drap, du tissu riche en laine. Et d'autre part, il vend des épices à la fin du XVIIIe siècle. Et le jeune Fourier, à 7-8 ans, entend son père à table, à midi, qui dit ouais, « j'ai un ami, je lui ai vendu une mauvaise pièce de drap, mais j'ai fait des bénéfices et tout. » Et le gamin dit « J'entends à la maison le contraire de ce qu'on m'enseigne au catéchisme, c'est-à-dire l'honnêteté, etc. » Et très jeune, il dit « J'ai déclaré la guerre au commerce, à l'agiotage, à la bourse. La même chose à 7 ans, j'ai fait le serment de lutter contre l'enrichissement, comme Hannibal avait fait le serment de lutter contre Rome. Enfin, il faut détruire Rome. Et il fait questo passaggio, no? Questa dichiarazione dice che a 7 anni dichiara guerra al commercio, all'agiotaggio, come Annibale a 9 anni ha dichiarato guerra a Roma. Voilà. Et Fourier va être un philosophe qui est un philosophe post-Newton, après Newton, mais qui s'inspire de Newton. Pourquoi? S'il vous plaît, regardez. Il dit, quand je regarde le cosmos, je vois que le cosmos est harmonie. C'est l'harmonie décrite par Newton. Les astres forment des ellipses, les planètes font des ellipses autour du système solaire. Il y a le Soleil qui est un centre, il y a un autre foyer, jamais ils se rencontrent. Bon, je passe, là, c'est l'harmonie. Deuxièmement, le macrocosme est harmonie. Deuxièmement, le microcosme est harmonie. Le microcosme, c'est les fourmilières, c'est les ruches des abeilles, c'est
les guêpes, c'est les termites, c'est toutes ces fourmis, tout ça. Il dit, mais regardez, c'est merveilleux. Or, Fourier croit en Dieu, le Dieu des philosophes. Il dit, Dieu a créé le macrocosme, harmonie parfaite, le microcosme, harmonie parfaite. Quand il a créé l'homme, c'était l'harmonie. Or, qu'est-ce que fait l'homme au cours de son histoire, avec les armées, avec la police, avec la diplomatie, avec les règlements? Il met une carapace étatique, administrative sur la société, il entrave la liberté, il détruit l'harmonie au profit de quelques-uns qui sont privilégiés, qui par la force se saisissent du pouvoir. Et Fourier dit, ce qu'on appelle l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de la destruction de l'harmonie originelle. Et il dit, moi, je vais être le théoricien qui va essayer de retrouver les règles de l'harmonie. Alors, il distingue 7 périodes dans l'histoire de l'humanité. Il dit, nous en sommes, nous, à la 5e période. La destruction de l'harmonie, elle est complète. C'est la destruction de l'harmonie par l'État, qui est un macrocosme oppresseur. C'est la destruction de l'harmonie par la famille, qui est un microcosme oppresseur. La famille, Fourier dit, il faut que je redécouvre. Alors, nous sommes à la 5e époque, il dit, c'est vraiment la destruction de l'harmonie. Dans un premier temps, il faut qu'on ait une phase de transition, et il va devenir un théoricien urbanistique, un théoricien de l'urbanisme. Il faut repenser les villes, il faut mettre un noyau des villes communautaires, il faut mettre des grandes artères ombragées, il faut qu'il y ait des rues avec des protections, des galeries qui protègent contre le froid, contre la pluie, contre le soleil en été. Il faut qu'on incorpore des parcs. C'est un théoricien de l'urbanisme. Mais, il dit après, plus tard, il faut arriver plus loin et il faut qu'il n'y ait plus d'État, plus de nation, plus de diplomatie. Et il va rechercher les règles de l'attraction des gens entre eux. Si je trouvais comment les gens sont attirés, ou comment ils ont de la répulsion, je regrouperais les gens qui s'attirent entre eux, et je formerais des ruches humaines dans des territoires d'une lieue de 4 km sur 4 km. Ils vivraient dans la nature, il y aurait des champs, il y aurait des... Et au centre, il y aurait une sorte de monastère collectif avec 810 familles, 810 hommes, 810 femmes. C'est le bon chiffre, 1600 personnes. Et il y aura, ça s'appelle le phalanstère, il y aura un grand bâtiment communautaire, il y aura l'église, il y aura le temple, il y aura le théâtre, il y aura la salle d'opéra, il y aura la salle de bal, il y aura la salle de cours universitaire, il y aura l'observatoire, parce qu'on était fasciné par les astres. Bon. Et puis ensuite, vous aurez un bâtiment qu'il appelle le caravansérail, où on habitera autour d'une cour vitrée, avec des étages. Les appartements donneront sur des galeries, et les appartements resteront ouverts. Car c'est comme chez les Esséniens, en Palestine, avant un siècle avant Jésus-Christ, les appartements resteront ouverts, la famille existera, mais la famille ne doit pas être refermée sur elle. On pourra, au balcon, parler, discuter, il y aura une vie de sociabilité. Ça, c'est le phalanstère. Et puis là, vous aurez les usines, la forge, les hauts fourneaux, la poterie, le tissage, et puis il y aura les fermes, la basse-cour ici. Et une ruche humaine. Et il dit, on dispersera sur le monde entier, on installera ça, mais il n'y aura plus d'Italie, il n'y aura plus de France, il n'y aura plus d'empire, etc. Sur une bonne organisation économique, on arrivera à connaître l'économie. Et Fourier est un théoricien de l'urbanisme. C'est quelqu'un qui a un grand esprit de synthèse. Son système philosophique, il parle d'une cosmographie, d'une cosmogonie. Voilà le cosmos, voilà le microcosme, la création, voilà l'homme au milieu, doit retrouver cet équilibre. C'est un théoricien de l'urbanisme, c'est un théoricien de la synthèse, c'est un homme de synthèse. Il va faire la synthèse aussi de l'art. Pour lui, l'opéra est le sommet de l'art.
il y a toute la littérature tragique, comme la comédie, le lyrisme, le côté épopée, épique, le côté, dans tout ce côté sentimental, c'est toute la littérature. C'est toute la musique, la synthèse de toutes les musiques. Les chœurs, les solos, les duos, trios, l'orchestre, les solos, le soliste. Et puis, il y a tous les arts plastiques. Il y a le décor, l'architecture du décor, la sculpture du décor, la peinture, les costumes. Et puis, l'art par excellence, qui est la danse, la chorégraphie. C'est le danseur, la danseuse, et quelque chose qui est en harmonie, mais qui fait fonctionner tout le corps, qui chante, etc. Et Fourier dit, l'opéra, il y aura un opéra dans chaque phalanstère. Mais Fourier est contre la spécialisation. Il dit, un jour, vous êtes la basse qui chante le solo. Vous avez le personnage central. Le lendemain, vous jouez du violon. Le surlendemain, vous êtes aux machines. Le 4e jour, vous serez un simple choriste dans le chœur des basses. Vous voyez, il est contre la spécialisation. Et ensuite, il est un théoricien de la gastrosophie. Il dit, le repas est un moment de synthèse. Synthèse entre le cuit, le cru, entre le salé, le sucré. Et il dit un repas, c'est comme une symphonie. On commence par le mets, l'entremets, on commence par la viande, les sauces, tout ça. Et ça, il était très amateur de bonne cuisine et très amateur de bon vin. C'est le mélange entre la cuisine et le vin et tout cela. Et il dit, ça c'est important, le repas pour lui, c'est un moment merveilleux et un espace merveilleux de sociabilité. 13, 14 personnes, le repas se déroule comme une symphonie, le repas se déroule comme, c'est le lieu, au repas que se fait le déclenchement des liaisons amoureuses, de la séduction, du récit, du dialogue. C'est une pièce de théâtre qui s'improvise, on fait une répartie, on fait rire, on chante, et il dit, l'essentiel c'est la gastrosophie. Et puis c'est le grand théoricien également, c'est le théoricien de l'éducation. Vous comprenez qu'il est, pour qu'il n'y ait pas de spécialiste, on doit pouvoir être capable de faire toutes les grands gestes, les grands métiers. Et il dit l'homme est dirigé par 3 grandes passions, et ça va vous intéresser. Il appelle des passions, c'est les liens qui unissent les hommes entre eux. Il dit il y a 12 passions, et il y en a 3 qui sont essentielles. Alors il invente des mots, il est difficile à lire. Il dit il y a 3 passions. Il y a premièrement une passion qui est la kabbalistique. L'homme adore les élections, les campagnes électorales, les complots. Bon, ça c'est la kabbalistique. Il dit ça fait partie de la vie de l'humanité. Un groupe qui prépare quelque chose, une association qui va monter un spectacle, on adore ça. Deuxième passion que Fourier adore, c'est la papillonne. La papillonne, c'est comme le papillon. Il dit, c'est très bien. L'homme ne peut pas, ne doit pas faire toujours le même geste dans la même usine. Il faut changer 6 fois de métier par jour. Au bout d'1 heure et demie, dit-il, on ne peut plus faire le même geste. On ne doit plus faire le même geste. Alors le matin, vous êtes laboureur. Pendant 1 heure et demie. Après, vous êtes violoniste. Après, vous êtes tisserand. Après, vous êtes cuisinier. Après, vous êtes jardinier. Après, vous êtes forgeron. Alors, il délire. Il délire. Il dit, si vous êtes cultivateur, attention, vous allez avoir les céréalistes, et vous allez avoir les légumistes, et vous allez avoir les fleuristes. Mais attention, dans les fleuristes, vous aurez les œilletistes, ceux qui forment des œillets, les rosiéristes, les glaïeulistes. Et puis il dit, mais attention, vous aurez les rouges rosiéristes, vous aurez les jaunes rosiéristes, et vous aurez les blancs rosiéristes. Alors, on le prend pour... En particolare abbiamo 4 firme che sono le firme per proporre il lavoro a queste persone che sono tutti disoccupati. Okay? Qui c'è una firma di edilizia, Edilizia.
Firme sono firma ditte. Quattro ditte, Una firma che vuol dire? Firme di Un'impresa, imprese di la firma è ditte di. la firma. segnatura, un'impresa, Impresa. 4 imprese. Impresa. Un'impresa di edilizia, un'impresa di, come si dice, selezione dei rifiuti. Selezione di Sì. Selezione dei rifiuti. Riciclo sarebbe. Riciclo per la selezione dei rifiuti. riciclo. Un altro di meccanica industriale, produzioni semplici. Abbiamo un'impresa del lavoro, come si dice in italiano, non lo so, travail temporaire. Sì. Lavoro temporaneo. Lavoro temporaneo, sì, lavoro temporaneo. Abbiamo 80 posti e siamo qui in questa organizzazione 120 insieme, 120. Forse quasi 40 operatori permanenti e 80 operatori in inserimento sociale. Su progetto. Sul progetto, inserimento sociale. Su progetto. Voilà. Tutti sono con un contratto normale, non c'è un contratto particolare, sono solo un contratto normale, lavorano a tempo pieno, tutti a tempo pieno, 35 ore per settimana in Francia, così. È ancora così, forse domani è altro. Ok, per tutte le persone. Allora, la storia di questa avventura è un po' particolare, sì. Con un collega abbiamo lavorato come si dice, io sono psicologo e un po' abbiamo lavorato come lavoratore sociale nella rua, in prevenzione, Sulla strada. sulla strada, nella rua, sulla strada, con le persone marginalità. Sì. Avevo pensato che il lavoro è una cosa centrale nella vita per l'identità, per la partecipazione sociale, per l'autonomia e tutti quanti. Per noi l'azione sociale in Francia era troppo assistenziale, si dice assistenziale, troppo assistenziale. E abbiamo pensato che era importante di proporre un lavoro a queste persone che sono disoccupate dopo tanti anni. E abbiamo creato 25 anni fa queste imprese sono, si dice in Francia, le imprese di inserimento sociale. Questo settore d'attività si chiama l'inserimento per l'attività economica. Diciamo francese. L'association par l'activité économique. L'inserimento per queste imprese la qui in Besançon sono le più antiche in Francia. È un movimento che inizia nel 2025. Una delle prime Prima. in Francia. Siamo 4 in Francia, una a Bordeaux, una al centro della Francia, una a Lille e l'altro qui a Besançon. Beh, è nato così. Era un'idea che era nell'aria del tempo, no? Un po' così. Perché dobbiamo trasformare un modo di intervenzione sociale che era troppo stretto, non centrato sulle problemi della persona, no? Ma più
una forma troppo come on dit, Statalizzato. sì. E era in 79, non c'era nessuno testo, nessuno quadro legale per fare questa iniziativa. Nessuna legge. Nessun quadro legale, nessuna legge. E abbiamo creato questa associazione con un'avventura così. Era un progetto un po' matto, no? Senza... un'avventura. Io con il collega abbiamo creato una cooperazione con il gruppo di Psichiatria Democratica d'Italia, con Franco Basaglia, con Casagrande, Giovanni Gervi, tutto il gruppo della Psichiatria Democratica in Italia. Era molto interessante scambiare con loro su delle risposte istituzionali più aperte, no? Era un po' la problematica della psichiatria democratica. Però sei stato in Italia. Sì, a Trieste, Belluno, principalmente, un po' Venezia, all'ospedale di Venezia, principalmente a Trieste e Belluno. Belluno è un centro di post-cura, post-cure, e a Trieste era l'ospedale psichiatrico di Basaglia, era il direttore dell'ospedale di Trieste. E abbiamo fatto questo nostro progetto un po' sulla base di un'intervenzione per dinamizzare la persona con il lavoro e con un statuto nell'impresa, un statuto normale nell'impresa. Ma è un sfida? Come una sfida? Una sfida un po' difficile perché questa popolazione è molto lontano dal lavoro. Ha lavorato per tanti anni, era mai lavorato. Ma Hai cominciato qui in Francia o in Italia? no, In collaborazione. No, hai detto che lavoravi in Italia. No, così, sì. Era una scambio molto importante. Basaglia è venuto a Besançon. Per noi è una lotta contro l'esclusione attraverso l'impresa. L'impresa non è un esempio, sapevamo già che all'entrata di Auschwitz è scritto Arbeiterfrei. Sì, sappiamo. E che il lavoro è una moda per disciplinare, come di disciplinare la persona, per tutta la storia è sempre così. È importante di proporre un lavoro con un statuto completo, un lavoro in un'impresa normale, vicino alla normale, perché se è un'impresa normale esplodo la stessa cosa, faccio la stessa istruzione della persona, non ha imparato a lavorare, vicino alla normale. Voi parlate di Besançon? Sono qui? No, adesso no, 25 anni fa sì. Adesso c'è in Francia 800 imprese così, 800. Quindi non
Gare BTT, Besançon. Besançon. Donc in questa regione ci sono 20 imprese, questa regione, in Franche-Comté, e per la Francia 800. 20.000 persone lavorano nell'impresa, l'inserimento sociale in Francia. 20.000. Il numero è sempre fisso? Il numero Il numero ogni anno. degli operatori operai, degli operai, è sempre uguale. l'impresa sono 24 mesi. Quindi 2 anni. 2 anni. Vengono inseriti, Una- ma gli aiutati? lavoro di formazione un trampolino per il lavoro, per la coordinazione personale, per l'autonomia, per fare il progetto di distanza. Ma normalmente come funziona? Cioè, dopo 2 anni continua? Sì, Riuscite? abbiamo un'equipe, sì, dopo 2 anni facciamo sono accompagnati